persiste et signe, il faut de nouvelles orientations agricoles. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires qui doit se tenir au Sénégal du 30 août au 5 septembre prochain. Agriculture toujours, capacitation des agents de la Direction régionale du développement rural sur le système d'information géographique, le GPS, permet d'améliorer la qualité du secteur de l'agriculture dans le bassin arachidier, selon le directeur. Un outil technologique important. Il souligne tout de même les défis majeurs liés à l'eau, aux semences ou encore à d'autres difficultés qui impactent le secteur agricole dans le Saloum. C'est une déclaration faite donc lors d'un atelier de formation de 3 jours ce qui s'est tenu sous l'impulsion du gouverneur de Kaolack, Samba Gaye, le DRDR de Kaolack, avec Fatumbo. Nous avions soumis cette demande à notre partenaire qui est Enabel, qui a accepté non seulement de financer la formation, mais aussi l'équipement, l'ensemble des agents de la direction, pour que chaque agent soit outillé et que cet outil qui est le GPS est mis à la disposition de l'agent qui va s'en servir quotidiennement et qu'au besoin, s'il y a des interventions rapides, notamment dans le cadre de conflits entre producteurs et éleveurs, que les superficies qui ont fait l'objet de dégâts ou bien il y a aussi des confrontations soient évaluées et qu'il y a eu des évaluations exactes et précises. C'est pourquoi nous accordons une importance capitale à cette formation. S'il y a des parcelles qu'on doit suivre en production de semences, nous devons connaître la position et les superficies. En cas d'inondation, nous devons être capables de dire que ça se trouve à telle position et la superficie est de temps. Les défis, c'est la maîtrise d'eau. L'agriculture pluviale, comme vous le savez, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Les défis aussi, c'est surtout la relance du capital semencier. Nous avons quand même un nombre assez important au niveau de la région d'Agen, mais ça ne suffit pas en termes de couverture et en termes de multiplication. La tension monte à Diender dans le département de Thiès. Le lancement des coopératives agricoles communautaires prévu dimanche suscite déjà une polémique dans cette partie de la zone des Niayes. Le pire est à craindre avec la mise sur pied du conseil d'administration de la structure. Des agriculteurs ont convoqué les journalistes pour alerter les autorités. Cheikh Anta Diop. Diender a été choisi par l'État comme zone pilote pour le démarrage des coopératives agricoles communautaires, mais les procédures d'élection des membres du conseil d'administration de la dite structure divisent déjà les populations. Abdoulaye Dieye, porte-parole des agriculteurs. Par rapport à l'installation du bureau de la coopérative agricole communale de Diender, on a noté plusieurs irrégularités. D'abord, on a noté un accaparement du comité ad hoc par les autorités municipales, un manque crucial de transparence, manque d'information parce qu'on n'a pas bien sensibilisé les acteurs, une précipitation qui ne dit pas son nom. Il y a une entité qui a désigné les critères et ces éléments-là, c'est le manque d'information déjà. Sur place, la tension est vive. Éleveurs et agriculteurs alertent l'État quant aux conséquences regrettables qui pourraient advenir si aucune mesure n'est prise pour garantir des élections transparentes. Ndiaga Ndiaye, agriculteur à Bayer. Et c'est la raison pour laquelle on va bloquer ce projet et on va dire à l'État que si par exemple Diender représente l'échantillon au Sénégal, il faut qu'ils viennent parce qu'il y a les éleveurs ici, il y a les agriculteurs qui sont épris et ils ont fait 30 ans d'agriculture. Pourquoi rejeter une candidature? C'est anormal. Parce qu'ils veulent politiser ça, cela ne passera pas. En tout état de cause, si rien n'est fait, Diender risque de vivre de violents affrontements. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Diender donc qui tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités. Direction Matam. Là-bas, le projet du Premier ministre trouve l'assentiment des acteurs de développement de la région. Un projet donc contre l'extraction et le transport des phosphates du pays. Après l'exploitation, les nouvelles autorités marquent la rupture. Pour ce faire, les cadres de Matam ont organisé un forum sur la question. Ali Bandeliang. Depuis l'annonce du Premier ministre sur l'exploitation des phosphates de Matam, c'est le premier acte vers la rupture. Face à la pertinence de la nouvelle démarche, des cadres de la région de Matam organisent un forum d'échange et de partage. Je suis Mokhtar Ba, directeur général de Intelligence Group, cabinet organisateur du forum. Nous avons écouté le Premier ministre à l'époque. Nous avons compris que c'est dans l'intérêt des populations locales que de mener cet exercice, un exercice
d'appropriation, d'adhésion. Elles comprennent qu'aujourd'hui, le pôle nord-est tient vraiment à cœur les nouvelles autorités. Il faudrait qu'en amont, avant de démarrer tout projet de transformation de cette envergure, que les populations soient associées. Venu présider ce forum, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu d'abord à dénoncer les conditions dans lesquelles les phosphates de Matam sont exploités. Le phosphate n'a pas jusqu'ici servi vraiment au développement de la région. Il a été exploité et exporté et sans impact réel ni sur l'emploi, ni sur le PIB local, ni sur l'emploi des jeunes, mais le programme de transformation systémique, l'agenda 2050, justement veut rectifier. Conformément aux annonces du Premier ministre, chef du gouvernement, il s'agit d'abord de créer une usine de transformation d'engrais phosphatés, d'engrais NPK à distribuer, à vendre à l'ensemble des populations de la région de Matam et au-delà de Matam. Cette usine va être installée, Inch'Allah, à Dantiadi, dans l'agropole justement de Matam. Le deuxième projet très important, c'est le projet de complexe justement phosphaté ici à Matam. La transformation des ressources minières pour plus de profit aux communautés. Les nouvelles autorités à la tête du pays résolument engagées à opérer des ruptures profondes dans l'exploitation des phosphates de Matam. Matam, Ali Bandelnia, RFM. RFM, partout, tout le temps. Le drame survenu à Ngor hier, l'effondrement d'un immeuble de 5 étages, cela nous pousse à évoquer à nouveau cette problématique qui inquiète et qui suscite des interrogations d'année en année. Les morts se comptent, des familles endeuillées, un réel problème de santé publique. Les mesures pour les éviter non appliquées. On se rappelle, en 2021, 1440 bâtiments menacés ruines. Un rappel avec Koumba Sandiane Faye. Encore 2 personnes décèdent, une autre dans un état critique. C'est le bilan du dernier effondrement d'une partie d'un immeuble. C'était ce jeudi à Ngor, des images bouleversantes qui font le tour des réseaux sociaux. La scène a été nettement filmée, comme si l'alerte a été lancée. L'enquête est ouverte, comme beaucoup d'autres, suite à des drames pareils. Effondrement de bâtiments, affaissement de dalles ou de balcons, avec des décombres desquels sont extraites des victimes d'année en année, parfois même moins. Les cas se suivent mais ne se ressemblent pas. Le mal est endémique. Quoi qu'il en soit, un réel problème de qualité, de sécurité, de durabilité ou tout simplement de respect des normes. Il y avait eu 5 morts et 8 blessés dans l'effondrement d'un immeuble. C'était à Zakmbao. Le samedi 11 avril 2015, une mosquée en construction s'est effondrée à Ouakam, occasionnant 2 pertes en vie humaine. Et cela quelques jours après l'effondrement d'un immeuble à Tiaroy. 2 morts également. Le mercredi 3 mai 2023, l'effondrement d'un bâtiment aux Parcelles Assainies avait fait aussi 2 morts. 2 dames âgées de la même famille disparaissent dans des circonstances tragiques. En août 2023, 5 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un bâtiment. En 2024, 7 décès et 8 blessés graves ont été enregistrés dans un effondrement tragique à Harial. C'était la nuit du lundi au mardi, 30 janvier. Le phénomène persiste malgré des mesures promises entre 2021 et 2022, mais jusque-là non appliquées. Le décompte de bâtiments qui menacent ruine avait révélé plus de 1440 cas, dont plus de 620 dans la région de Dakar, selon un rapport d'octobre 2021 établi par les gouverneurs. Des édifices que des familles continuent d'occuper. Il a été demandé au ministre en charge en relation avec les autorités administratives et locales de veiller non seulement au recensement consensuel, mais aussi à la démolition concertée de ces bâtiments menaçant ruine. Après chaque accident mortel, des appels à la prudence et à la vigilance à l'endroit des occupants de ces bâtiments ou autres populations sont formulés. Mais le problème se pose encore et encore. À Kolda, l'Union régionale des entrepreneurs du bâtiment justement qui réclame une réforme du code des marchés publics avant la réouverture des grands chantiers de l'État. Ces entrepreneurs veulent que le futur code prenne en compte la décentralisation de l'offre des marchés publics afin que les entrepreneurs au niveau des régions y trouvent leur compte. Abdoulaye Diallo. Si de nombreux acteurs s'impatientent de voir la réouverture des chantiers BTP nationaux, les entrepreneurs de Kolda ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ces derniers réclament d'abord la réforme du code des marchés publics afin que tous les acteurs de ce secteur y trouvent leur compte. Ousmane Ngom, président de l'Union régionale des entrepreneurs de Kolda, nous en dit plus. Pour la réouverture des chantiers, je pense qu'actuellement c'est très tôt de le dire parce qu'il y a des préalables. Tant qu'ils n'ont pas attaqué une modification au niveau des codes des marchés publics, ça ne sert à rien de
se précipiter pour réouvrir les marchés. Sinon, ils feront pire que le régime précédent. Nous voulons la réforme des codes des marchés publics pour tout simplement que tout un chacun, tous les entrepreneurs puissent se retrouver là-dedans. Malgré leur position, les entrepreneurs vivent un manque à gagner dû à la non-réouverture des chantiers. On a finalement fermé nos entreprises. On n'arrive pas à honorer nos cotisations au niveau de la caisse de l'IPRES et des impôts. On a des manques à gagnants pour assurer notre bien social. On n'arrive pas à payer la scolarité des enfants. On n'arrive pas à payer nos loyers. Nous vivons difficilement. Il désire également que la sous-traitance des marchés publics soit régulée pour une meilleure qualité des travaux. Mais quand une seule entreprise gagne à travers tout le Sénégal, on est obligé de faire une sous-traitance. Et cette sous-traitance-là, arrivée dans les régions, les entreprises gagnant ces marchés-là vont nous utiliser et enfin, quand on aura terminé les travaux, ils ne vont même pas nous payer notre somme restante d'argent. Le déficit de transparence dans l'octroi des marchés publics a fait de Kolda une région au chantier inachevé. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, merci. Ngachi Naoudé, qui réclame justice dans la répartition des lampadaires attribués à Guinguinéo. Le mouvement des jeunes de Renaissance citoyenne tire la sonnette d'alarme sur 2080 lampadaires destinés à la commune. Ngachi Naoudé n'a eu que 50, ce que dénoncent les habitants qui disent vivre dans une insécurité totale à cause de l'absence d'électricité. Vol de bétail, accidents mortels rythment leur quotidien. Alpha Diallo, le coordonnateur, et ses camarades ont remis un mémorandum au préfet donc, du département. Le voici, Alpha Diallo, avec Fatumbo. Il s'agit aujourd'hui d'une commune qui est lésée, il s'agit aujourd'hui d'une commune qui est écartée. Le département de Guinguinéo a été octroyé 2080 lampadaires dans son ensemble. Et après le dispatching de ces lampadaires, nous avons constaté que la commune de Guinguinéo en a eu 400 lampadaires, la commune de Khelkom Biram 200 lampadaires, la commune de Ndiago 250 lampadaires, la commune de Fass 150 lampadaires, et Ngathie Naoudé seulement 50 lampadaires, soit 2% ou bien à peine 2% du quota du département. Nous crions cette injustice que nous avons vécue, nous, en tant que commune de Ngathie Naoudé. La commune de Ngathie Naoudé abrite la route nationale numéro 1, je dirais la route CEDEAO. Et nous payons le lourd tribut quand même de cette route nationale. Nous avons vu le nombre d'accidents récurrents dans notre commune. De nos problèmes d'insécurité par rapport au vol de bétail. Et comment on peut nous expliquer, monsieur l'honorable député Ismaël Diallo, que la commune de Ngathie Naoudé en reçoit 50 lampadaires, pendant que la commune de Guinguinéo, votre commune honorable Ismaël Diallo, en reçoit 400 lampadaires, une commune qui est quasi électrifiée. Nous voulons une répartition tout simplement qui est juste. Nous voulons une répartition qui sera équitable. Donc Ngathie Naoudé demande justice pour l'éclairage public. Nous voulons également, en prolongement de notre réponse à l'honorable Ismaël Diallo, répondre au directeur de l'ANER, a dit que l'équilibre doit précéder la dotation. Donc nous demandons à monsieur le directeur général comment expliquer ces déséquilibres criants en faveur de la commune de Guinguinéo. Nous interpellons le préfet, le sous-préfet à assumer pleinement leurs responsabilités. L'ANER et son directeur général, le député Ismaël Diallo, pour qu'il soit le député de tout le département et pas uniquement celui de PASTEF. Le président de la République et son premier ministre, Guinguinéo. Ngathie Naoudé qui crie à l'injustice. Je vous l'annonçais en titre, face à la crise migratoire persistante, l'église catholique se mobilise, rencontre au centre spirituel du Mont Tabor à Rufisque sous le thème Hospitalité sur la route atlantique. Forte mobilisation des responsables de l'église, un dialogue synodal en vue de trouver les voies et moyens pour conscientiser les jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur le phénomène migratoire. Abdou Diouf Diagne. L'Église catholique renforce son plaidoyer pour une hospitalité accrue envers les migrants. Présent à Rufisque, l'évêque de la Mauritanie a insisté sur la dimension humaine de leur conclave, Monseigneur Victor Ndion. Le migrant, de manière générale, est une figure faible. Ça fait partie des catégories faibles. Étant parmi ces catégories faibles, le devoir, c'est de donner un regard positif à ce migrant. Accueillir, intégrer, aider, épauler pour que celui qui est migrant puisse se sentir chez lui. Le monde nous appartient à nous. Et quelque part, nous sommes tous des migrants. Le phénomène de la migration n'est pas né dans les dernières années. Les évêques venus d'Espagne, pays de destination par excellence des migrants, ont partagé les nombreuses actions menées par l'Église espagnole auprès des communautés locales pour promouvoir une culture d'hospitalité et de lutter contre les préjugés. Mario Almeida, membre de la commission épiscopale d'Espagne pour les migrations et la mobilité humaine. Très récemment, la conférence épiscopale a publié un document envisageant sensibiliser les communautés chrétiennes à l'accueil des migrants, mais aussi à que les migrants deviennent les protagonistes de leur propre intégration dans le pays, non? De mettre sur leurs propres mains un effort pour obtenir une place dans la société espagnole. L'Église souhaite incarner un pont entre les peuples en tissant des liens entre les continents. Elle espère inspirer des politiques plus humaines et solidaires. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Midi 22 minutes, le président du dialogue interreligieux du Sénégal qui réagit
sur l'élection du nouveau pape de l'Église catholique, le pape Léon XIV, un homme de dialogue et de consensus, déclare Imam Oumar Diène. Il s'est confié à Nafissatou Sila. Nous avons appris la grande nouvelle de la nomination du souverain pontife de l'Église catholique en la personne du pape Léon XIV d'origine américaine. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions que la communauté aussi chrétienne et le monde entier attendaient avec beaucoup d'impatience. Voilà que c'est fait, la bonne nouvelle est tombée, un pape est élu. Nous lui souhaitons longue vie, une vie paisible, pleine de santé et de succès dans l'attente des catholiques du monde et des peuples du monde. L'arrivée du pape sera, comme nous l'avons appris, que c'est un homme de paix, c'est un homme de consensus, c'est un homme de dialogue. Donc on n'est pas inquiet pour le dialogue interreligieux qui perdure et va continuer son bon chemin. Nous attendons beaucoup de lui et savons que dans son passé, il a été déjà au Pérou et autres, donc il connaît la pauvreté, il connaît les estimations, il connaît le bon vivre, il connaît la cohabitation. Donc c'est un homme équilibré pour cela. Nous sommes très satisfaits des témoignages de sympathie que les gens ont portés à son égard. Nos félicitations vont aussi à l'endroit de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, qui sera notre interprète auprès de la communauté catholique du Sénégal pour leur présenter nos sincères félicitations au nom de tous les musulmans du Sénégal et du dialogue interreligieux, le bon vivre ensemble. L'imam Oumar Diène, le président du dialogue interreligieux du Sénégal, qui se réjouit donc de l'élection du pape Léon XIV à la tête de l'Église catholique. Le pape Léon XIV qui, je le rappelle, a présidé sa première messe en tant que nouveau pape ce matin. Sans transition, nous accueillons Anna Rocha pour les actualités internationales. Anna, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngam, bonjour à tous. Et vous restez avec nous justement sur cette messe, cette première messe du pape Léon XIV. C'était à la chapelle Sixtine au Vatican. Dans son homélie, le souverain pontife élu hier a déploré le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Le manque de foi entraîne souvent des drames, a-t-il dit devant les cardinaux électeurs. L'élection de Robert Prévost à la tête de l'Église catholique a suscité une grande émotion, notamment au Pérou, dont il possède aussi la nationalité. Il a vécu près de 2 décennies dans ce pays. Dotoubam Ndiaye au Brésil. Avec un profil discret, il n'aimait pas vraiment de donner des interviews à la presse. Jusqu'à son élection, il a occupé le poste du président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Il a été ordonné prêtre en 1982, puis envoyé pour la première fois en mission au Pérou. Il a vécu dans ce pays sud-américain plus tard, à partir de 1988 et durant 3 bonnes années, où il a affronté le gouvernement autoritaire d'Alberto Fujimori, qui l'a demandé de faire des excuses pour des injustices commises durant cette période. En novembre 2014, le pape François le nomme au poste d'administrateur du diocésien péruvien de Chiclayo, où il est resté pendant 9 ans. Durant cette période, il traverse la plus grande crise de son sacerdoce, lorsque 3 femmes accusent publiquement Prévost d'avoir couvert 2 prêtres impliqués dans des abus à leur égard. Le diocèse péruvien nie l'accusation et souligne que c'est Prévost lui-même qui a porté les plaintes au Vatican pour une enquête et qui a écarté les accusés de leurs fonctions jusqu'à la décision sur ce cas qui n'a pas encore été conclu. Alors qu'il est responsable du bureau diocésain de Chiclayo, Prévost a occupé d'autres postes importants dans l'Église. Prévost a été nommé en 2023 au plus haut poste de l'Église catholique en Amérique latine. Le nouveau pontife ressemble à son prédécesseur dans son engagement envers les pauvres et les migrants. Le nouveau pape a déjà ouvertement critiqué le gouvernement de Donald Trump et a adopté une ligne de défense en faveur des pauvres et des plus vulnérables. Il s'est prononcé contre certaines politiques de Trump comme l'expulsion des migrants. Sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé contre le racisme après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc il y a quelques années. Léon XIV est un grand expert du Brésil et de l'Amérique latine, où il possède également la nationalité péruvienne. C'est pour cela que les Sud-Américains affirment que c'est un autre latino-américain qui reste au sommet de l'Église catholique. Détoubab Ndiaye au Brésil pour la radio Futur Média. Détoubab, merci. En Côte d'Ivoire, Anna, à 5 mois de la présidentielle, Alassane Ouattara a modifié la loi sur le parrainage des candidats.
C'est une disposition clé du code électoral relatif au parrainage citoyen qui a été modifiée ce mercredi à Abidjan, une décision qui survient à quelques jours du procès opposant l'État ivoirien à l'un de ses citoyens, Mamadou Koulibaly, président de l'Alliance pour la démocratie et la paix. Gobia Yabi à Abidjan. Le Conseil des ministres a adopté une ordonnance modifiant l'article 51 relatif au parrainage des candidats à la présidentielle. Désormais, le parrainage des candidats devra être recueilli dans les 31 régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Introduit en 2020, le parrainage citoyen est une condition à remplir afin de se présenter à l'élection présidentielle. Il imposait jusqu'au 7 mai 2025 à chaque candidat de rassembler au moins 1% de l'électorat dans au moins 17 régions ou districts autonomes du pays. Selon le gouvernement ivoirien, l'objectif de cette modification est de filtrer les candidatures en évitant celles jugées peu sérieuses tout en garantissant une certaine représentativité nationale. Le dispositif est encadré par plusieurs articles du code électoral, notamment l'article 25, 51, 53, 54, 56 et un décret précisant les modalités. Mais dans les rangs de l'opposition, ce mécanisme est vivement critiqué. Ainsi, cette ordonnance tombe à quelques jours d'un procès contre la Côte d'Ivoire devant la Cour de justice de la CEDEAO, intenté par Mamadou Koulibaly, président de l'Alliance pour la démocratie et la paix, ADP. Ce dernier conteste la légalité du parrainage citoyen instauré en 2020, qu'il considère comme un frein injustifié à la participation politique. Dans un courrier adressé à son parti, le greffe de la Cour de justice de la CEDEAO a confirmé la tenue de l'audience pour le 14 mai 2025 à Lagos, au Nigeria, et invité le plaignant à y assister. Si la dite Cour donne raison à l'ADP, le pays pourrait être sommé de revoir sa législation. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. En Côte d'Ivoire, toujours le bras de fer judiciaire entre Valérie Yapo et le président du PDCI, Tidjane Thiam, se poursuit. L'audience a eu lieu hier jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan. Le verdict attendu pour le 15 mai. Le président du groupe parlementaire PDCI s'est prononcé sur ce procès à la sortie d'audience. Simon Do au micro de Gobia Yabi. Pour notre part, nous retenons une seule chose depuis le début. Nous sommes dans un procès politique. Très clairement, Mme Valérie Yapo, unique membre du bureau politique et des instances du Congrès sur près de 6000 membres, fait de la division et dans cette procédure qu'elle engage. M. Cheikh Tidjane Thiam est ivoirien depuis sa naissance. L'article 48 ne le concerne pas. M. Cheikh Tidjane Thiam a été directeur général du BNET en Côte d'Ivoire, a été ministre du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire. Et il a posé des actes au nom de la Côte d'Ivoire à l'international dans les grandes instances de décision du FMI notamment. Il est complètement incongru de venir parler de sa nationalité sur la place publique. C'est même grave pour notre pays. Et nous soutiendrons, vaille que vaille, nos avocats, nous soutiendrons notre président pour que cette situation vraiment soit réglée au plus vite. Ceux qui ont engagé cette démarche savent bien que nous aimons trop la Côte d'Ivoire pour l'engager sur un chemin qui est plus que dangereux. Anna Rocha et le port du Soudan à nouveau visé par des frappes de drones. 6e journée consécutive que la ville du Port-Soudan est la cible d'attaques attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis dimanche dernier, plusieurs points stratégiques ont été touchés, notamment l'aéroport, le port, une base militaire et une station d'électricité. Et puis au Tchad, l'ex-directeur de cabinet du président a été condamné à 5 ans de prison. Idriss Youssouf Boy est accusé de corruption passive. Ses avocats ont décidé de faire appel de cette décision. L'homme d'affaires Aboud Bouder, qui avait initialement porté plainte contre lui pour escroquerie, est condamné à la même peine, mais pour corruption active. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La sécurité des bâtiments et autres constructions en question, on en parle avec nos 2 intervenants dans la rubrique Point de vue. Le prétexte, l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré hier à Ngor, faisant 2 morts. Et nous serons avec Ibrahim Sek, ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle, et Mamadou Berté, architecte. RFM Sport. Cher Tidjane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy Gomme. Afrobasket 2024, Afrobasket masculin, les Lionceaux à la quête d'un nouveau titre perdu depuis
Depuis 1997. 97, c'est ça? Voilà, c'est bien cela. Vous nous parlez de cette information. Voilà, oui, j'ai des difficultés à lire. Alors, il faudra juste noter que le tirage au sort sera effectué cet après-midi à Luanda, en Angola, où doit se tenir justement cette compétition. Pour ce qui concerne donc les poules, le Sénégal est dans le pot 1 en compagnie du pays organisateur, l'Angola, le champion en titre, la Tunisie, et le vice-champion, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Cela veut tout simplement dire que le Sénégal ne croisera pas, en tout cas en phase de poule, ces équipes précitées. Dans le pot A, il y a le Soudan du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Cap-Vert. Possibilité donc que le Sénégal rencontre une de ces nations. Dans le pot 3, enfin, il y a le Cameroun, la RDC, la Guinée, le Mali. Et puis pour terminer, oui, dans le pot 3 figure également le Rwanda, l'Ouganda, la Libye et Madagascar. À préciser que l'Afrobasket 2025 va se dérouler en Angola. C'est du 12 au 24 août prochain avec la participation de 16 nations. À préciser que le Sénégal court derrière le trophée depuis 1997. Oui, Chartiane, et nous parlons de beach soccer. Beach soccer, et c'est pour revenir sur cette victoire hier du Sénégal, les Lions qui vont donc atteindre pour la deuxième fois de leur histoire le dernier carré d'as du mondial de beach soccer organisé cette année-ci aux îles Seychelles, mené par le capitaine Alseni Ndiaye. Les Sénégalais ont arraché hier la victoire face aux Italiens dans les ultimes secondes de la prolongation au terme d'un quart de finale intense et indécis. Les hommes de Galasila ont aligné 4 succès de suite. Sodetian pour le bilan. 4 matchs où les filets ont tremblé à 33 reprises. Des rencontres également très serrées, sauf celle opposant le tenant du titre, le Brésil, à l'Espagne. Ibrahima Mamadou Diéw, entraîneur et consultant de beach soccer, revient sur ces quarts de finale. La Biélorussie contre l'Iran, le match fut tellement serré, à l'image quand même de tous les matchs des quarts de finale, à l'exception du Brésil qui a écrasé l'Espagne. On peut dire que l'Espagne se prépare dans le futur. Donc une équipe de Brésil très concentré, très tactique, très technique, très physique à racler l'équipe de l'Espagne. Maintenant, pour les Lions du Sénégal, il faut quand même tirer chapeau bas. On peut dire quand même que la logique aussi a été respectée parce que les Lions ont tenu le coup en montrant que les Italiens qui sont toujours présents, qu'ils ont très bien rugé. Portugal face au Japon, là aussi, il a fallu également attendre le dernier tiers-temps pour départager les deux équipes. Les équipes qui composent le dernier carré ont toutes mérité leur place, ce qui annonce des demi-finales palpitantes, souligne le président de Yoff Beach Soccer, Medoun Silla. La Biélorussie qui confirme ses progrès au niveau mondial et qui se qualifie pour les demi-finales. Le Portugal avec son parcours sans faute depuis le début de la compétition. Les Lions de la Teranga ont su relever le défi et ont remporté cette manche également aux prolongations, qui permet à l'équipe nationale en tout cas d'atteindre les phases de demi-finale pour la deuxième fois de son histoire, qui confirme sa bonne forme dans ce tournoi. Le Brésil qui reste le grandissime favori de ce tournoi. On va vers des demi-finales très disputées et on espère que le spectacle sera aussi au rendez-vous comme l'a été les quarts de finale. Les demi-finales sont prévues ce samedi à 14h GMT, Biélorussie, Sénégal, et à 15h30 GMT, Portugal, Brésil. Soda Thiam, Maillé, Seychelles, Radio Futur Média. Sodetiam qui a fini de donner le programme de ces demi-finales et on va peut-être y revenir pour davantage insister sur cette rencontre entre le Sénégal et la Biélorussie, donc prévue demain pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale, le champion en titre, le Brésil, va rencontrer le Portugal, Barthélémy. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'est pas fini, hein? Oui, ça reste le championnat local. Ouais, t'es pas dans ton assiette aujourd'hui, là, Barthélémy. J'étais un peu concentré. Ah oui, je ne te sens pas trop. C'est pour parler donc du championnat local qui est à sa 23e journée, la Ligue 1 sénégalaise, avec 2 rencontres prévues demain samedi. Jambar ASC Cameroun et puis Amitié FC jouera contre l'équipe du Dakar Université Club. Il s'agit donc de la Ligue 2. Autre match prévu entre la Renaissance sportive de Yoff et Samaï de Ziguinchor, qui est 2e au classement. Niambour de Louga jouera dimanche contre ASC Bambey. Thiès FC est en déplacement chez AS Kafrine. Sneps Excellence de Thiès jouera contre AS Saloum. Niari Tali AS Douane est prévu lundi à 17h. Toujours lundi à 17h, cette fois-ci, Étoile Lusitana va accueillir l'actuel leader de la Ligue 2 sénégalaise. Il s'agit du stade de Mouré. Puis on va terminer
terminer avec la Ligue 1 qui va également démarrer ses rencontres de la 23e journée dès demain samedi. À 17h, Diamant de Fatick va accueillir l'équipe de Tenguet FC. Génération Foot jouera contre l'Union Sportive de Gorée, ici même à Dakar à partir de 17h. Gorée qui occupe une 3e place au classement. Walidan de Thiès, 2e, jouera contre l'équipe du Casa Sport de Ziguinchor. Oslo FA jouera contre la formation de Guédiawaye FC. Dimanche, pour la suite, 3 rencontres seront au programme. ASC HLM de Dakar, Dakar Sacré-Cœur. AS Pikine jouera contre le leader, le Giraffe de Dakar, à 17h toujours dimanche. US Union Sportive de Ouakam contre Agel de Rufisque. Et puis lundi, pour la clôture de cette journée, les Huiliers de la Sonacos de Diourbel vont accueillir la Linguère de Saint-Louis. Cette fois-ci, c'est bien. Cette fois-ci, c'est bien terminé, oui. Merci, cher Yann Diaye. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. À la une, Ngor sous les décombres chroniques d'un effondrement annoncé. C'est un drame qui classe une tragédie de trop dans le paysage urbain dakarois. À Ngor, un immeuble de 5 étages s'est effondré aux premières heures de la matinée d'hier. 2 morts, des blessés, mais au-delà des chiffres, une douleur sourde qui interroge. Comment en est-on arrivé là? Que disent les autorités? Où sont passées les normes, les contrôles, les responsabilités? Ce matin, des journaux reviennent largement sur ce drame entre récits poignants, photochoc et colère froide. L'observateur qui plonge ce matin ses lecteurs dans les détails de cet immeuble réduit en gravats en quelques secondes. Le journal fait le récit de 12 heures d'agonie des victimes sous les gravats. Un Sénégalais et un Franco-Algérien ont fini par périr. Mon confrère note que tout est mobilisé pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes, chiens, renifleurs, drones de reconnaissance. Le journal fait le point sur les moyens engagés. Les récits du drame prend une nouvelle tournure glaçante à la lecture des premiers témoignages recueillis par enquête. Le journal constate que le gérant du supermarché situé au rez-de-chaussée de l'immeuble avait donné l'alerte dès les premières heures de la matinée. Il s'est confié au journal. Il dit à 6h15, j'ai vu des fissures inquiétantes sur le bâtiment. J'ai préféré ne pas ouvrir le magasin par mesure de sécurité. Dans les colonnes de la même publication, un autre témoin pointe un fait troublant. Le propriétaire de l'immeuble, un émigré ayant investi dans la pierre sans respecter les règles élémentaires de sécurité, une construction menée tambour-bâton sans véritable encadrement technique ni suivi des normes en vigueur. Sud Quotidien ne prend pas de temps pour remettre tout sur la table. La longue liste des sinistres de ce genre à Dakar qui au fil des années est devenue presque une banalité. Pendant ce temps, le vent de la reddition des comptes continue de souffler au Sénégal. Il ne s'annonce pas doux, en tout cas pour les anciens dignitaires de l'ex-régime. Non, 5 ministres de Macky Sall conduits devant la haute cour de justice. Le journal Sosa note que Sora Mansour Faye est poursuivi donc pour présumée surfacturation sur l'achat des riz. Avec les fonds force Covid-19, il est reproché un surplus global de 2,7 milliards. Salimata Diop traqué pour 57 millions de climatiseurs vendus au ministère livré à son domicile. Moustapha Diop traqué pour 2,5 milliards. Sophie Gladima, suspectée d'avoir trempé dans l'érection d'un centre gravimètre à Kédougou d'un coût de 2 milliards. Ismaël Madior Fall soupçonné d'avoir empoché un acompte de 50 millions. Ils seront tous entendus par la commission d'instruction à la cour d'appel de Dakar avant leur comparution devant la haute cour de justice, note encore la publication. À la une des journaux aussi, Abdounger, le jeune chroniqueur emprisonné pour diffusion de fausses nouvelles, vient de démarrer une grève de la faim. Il faut qu'on le juge au plus vite ou qu'on le relâche. Le journal Le Quotidien en profite pour faire un commentaire sur l'état de la démocratie au Sénégal. Le journal constate en tout cas que l'on est en train de rogner tous les acquis démocratiques. Progressivement, PASTEF est en train d'installer un régime autocratique au Sénégal. Pour le confrère, ce n'est pas pour cela que des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes en 2024 pour voter à 54% pour Diomaye et Ousmane Sonko. Diomaye moins Sonko, Sonko moins Diomaye, selon le commentateur. En première page du journal Sud Quotidien, l'élection du successeur de pape François hier, Léon XIV. La surprise est venue d'Amérique. C'est le nouveau pape en tout cas depuis hier, constate le confrère. Robert Francis Prevost, de son vrai nom, est américain. Il est âgé de 69 ans. Il devient donc le 267e pape de l'Église catholique et le premier pape originaire des États-Unis à accéder à ce rang. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
À midi, bientôt 41 minutes, nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, la sécurité des bâtiments et autres constructions en question. On en parle tout à l'heure donc avec nos deux intervenants. Le prétexte, vous le savez, l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré hier en Ngor, faisant 2 morts. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahima Seck. Monsieur Seck, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ingénieur. Oui, c'est ça. Bien. Monsieur Seck, ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle. Notre deuxième intervenant, Mamadou Berté. Monsieur Berté, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Alors, avec vous deux, on va parler de cette problématique liée à l'effondrement d'immeubles ou de dalles, des dalles qui s'affaissent, des drames qui ont fait plusieurs victimes au Sénégal, des familles qui pleurent encore leurs morts et des victimes qui traînent à jamais les séquelles. Le dernier drame en date est survenu hier à Ngor, un immeuble de 5 étages qui s'est affaissé, faisant 2 morts. Alors, Ibrahima Seck, d'abord une première réaction par rapport à ce qui s'est passé hier. Déjà, présenter mes condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Bon, j'ai oublié de saluer mon co-débatteur, M. Berté. C'est à peu près ça. Maintenant, c'est un peu déplorable. On compte encore un effondrement de bâtiments, malheureusement. Et on sent que ça devient récurrent. Et on va en parler un jour, 2 jours, maximum une semaine. Après, tout ce qui a été dit là-dessus, on va ranger dans le tiroir. Le Sénégal dispose d'une loi sur le code de la construction. Ce qui s'est passé hier, il y en a qui parlent d'un voisin qui ouvrait une fouille pour son projet de sous-sol. Le bâtiment qui s'est effondré était un rez-de-chaussée. En creusant la fouille, d'après la loi qui est en vigueur au Sénégal actuellement, votée en décembre 2023, bon, le décret n'est pas encore, l'application n'est pas encore sortie, mais la loi s'applique. Oui. La loi prévoit, avant d'ouvrir une fouille, de disposer d'utilisation administrative. Ok. Ça peut prévenir par rapport à éventuellement des dégâts liés aux fouilles. On a vu que dans la fouille qui était en train de creuser, on a vu l'eau, comme on l'a dit, un sol qui est humide. Lorsqu'on fait un trou à côté, évidemment, l'eau va migrer vers le trou, vers la fouille, ce qui fait que le sol perd un peu son humidité. Et si par malchance le bâtiment qui s'est effondré, que sa fondation a été prévue par rapport à ce sol-là, quand l'eau part, donc le bâtiment peut s'affaisser naturellement. Donc pour vous, ça peut venir d'une erreur humaine? Ça veut dire oui, erreur humaine. Déjà, d'après l'intervention qu'on a eue, le technicien apparent qui faisait les fouilles avait alerté le responsable du chantier pour leur dire attention, si je fais la fouille à côté du voisin, ça risque de s'effondrer. J'avais entendu quelque part parler, mais ça c'est une des erreurs humaines, probablement. L'autre aspect, si le bâtiment est exploité, on a prévu un logement, après on y fait des bureaux, un centre commercial aux étages, des charges qui s'accumulent, qui sont différentes des charges pour le logement. La structure verticale qui porte le bâtiment, évidemment, ne pourra plus contenir les charges transmises. Donc, naturellement, ça va procéder. Donc, c'est pratiquement une des causes par rapport à la fouille et par rapport aux éléments porteurs du bâtiment qui deviennent insuffisantes par rapport en termes de capacité portante. C'est des causes malheureusement qui vont arriver. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Seck. De toute façon, une enquête est ouverte par la gendarmerie. Peut-être on aura les véritables causes de ce drame. Mamadou Berté, est-ce à dire, M. Seck l'a annoncé tout à l'heure, est-ce à dire quelque part que le code de la construction n'est pas souvent respecté? Merci beaucoup. Je salue aussi M. Seck. C'est très navrant qu'on soit là et qu'on nous appelle à chaque fois pour constater qu'il y a des solutions. Oui, parce que une fois on a parlé de cette situation-là sur cette même antenne. Oui, c'est pourquoi je le réitère. Le point crucial, c'est que nous avons de très bons textes. Le code de la construction a été revu. On y a introduit différents éléments coercitifs pour contraindre les gens à respecter dans la légalité, s'entendant par là, dans la conformité des normes.
Je le dis toujours et je le répète encore, le secteur du bâtiment, du BTP, ne peut pas se faire dans l'informel. Il y a des normes. Tout est normé, jusqu'au grain de sable que vous utilisez dans le ciment. Il y a des normes pour tout ça. Si vous respectez toutes ces normes et les modes de mise en œuvre et le contrôle qui y suit, je ne dirais pas qu'il n'y aura jamais de sinistre, mais il y en aura moins que ce que l'on constate aujourd'hui. Il y a des défauts de conception, il y a des défauts de mise en œuvre, il y a le non-respect des clauses qui étaient intégrées là-dedans, les dimensions des serres, etc. Et les défauts de surveillance aussi, à l'intérieur du chantier et des corps de contrôle externes. Le problème qu'on a aujourd'hui en plus, c'est que la collectivité locale est impliquée dans le dispositif, notamment au niveau de l'étude et l'adoption du permis de construire. Cela le charge. C'est une responsabilité. Il faut qu'il soit outillé d'ingénieurs en génie civil et tous les corps de contrôle pour pouvoir faire un suivi régulier et veiller au respect des normes et des dispositions réglementaires. Malheureusement, tel n'est pas souvent le cas. Souvent, on a tendance à construire des bâtiments, des immeubles sans pour autant faire recours, sans pour autant faire appel à tous ces corps de contrôle. Oui, effectivement. D'abord, je pense qu'il faudra, on a essayé encore cette fois-ci, on s'était battu à l'époque pour que dans le dossier du permis, il y ait déjà l'exigence d'avoir les plans d'exécution. Ça s'applique déjà dans d'autres pays. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin et exiger qu'on donne la preuve qu'il y a un architecte qui a conçu, qu'il y a un bureau de contrôle qui a fait les études, un bureau d'ingénierie qui a fait les études, un bureau de contrôle qui a validé, que la protection civile a donné son ficus, et que tout ceci s'exécute dans les normes. Il faut le prouver au niveau du chantier pour que le corps de contrôle puisse vérifier. Et qu'il y ait un contrôle assidu sur place. Ce ne soit pas le chef maçon, qu'il y ait un ingénieur au moins pour assurer le contrôle, notamment au minimum une fois par semaine qu'il passe. Et qu'il vérifie. Dans le journal de chantier, je rappelle, le journal de chantier, pour moi, est un élément essentiel. Il a à mes yeux plus de valeur que le rapport du chantier. Maintenant, il y a le carnet dans lequel on note les PV de rendez-vous de chantier. Mais le journal, pour moi, il est indispensable. C'est ce qui te vous donne la lecture de ce qui se passe au quotidien et vous permet d'anticiper sur ce genre de sinistre. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Berthet. Ibrahim sait qu'il y a certains qui pensent que souvent ces corps de contrôle coûtent cher. Parfois, les gens veulent construire, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire appel à tous ces corps de contrôle qui gravitent autour du bâtiment. Là aussi, est-ce qu'il ne faut pas revoir, je ne sais pas par quel procédé, mais revoir un peu, histoire d'alléger un peu les conditions d'accès justement à ces corps de contrôle? Déjà, avec la loi, comme l'a dit M. Berthet, la loi de décembre 2023 exige pour tout constructeur d'établissements recevant des publics, un bâtiment à partir de 2 étages, tout établissement gaz, industrie ou commerce, d'avoir un bureau de contrôle, par exemple. Les bureaux de contrôle, actuellement, il y en a une quinzaine de bureaux de contrôle aussi au Sénégal. Il y a un moment, ils étaient après 5, maintenant, ils sont une quinzaine de bureaux de contrôle qui se regroupent autour de l'association ASIAS. Maintenant, ces bureaux de contrôle-là, peut-être il y en a qui ne connaissent pas leur métier, mais il n'y a pas l'État quand même qui a donné l'agrément à ces bureaux de contrôle-là. Et ces membres, par exemple, ils connaissent bien les bureaux de contrôle. Très souvent, le ministère de l'Urbanisme, à travers, envoie des bailleurs, des particuliers, à des bureaux de contrôle, dans le cadre de la délivrance de permis de construire. Donc, s'il y en a qui arrivent chez nous, par exemple, après, ils vous disent, on veut des visas de plan. Une fois que les plans sont visés, on ne les voit plus. Peut-être qu'ils sont en train de commencer les travaux. Ça, c'est un aspect. Donc, le prix proposé par le bureau de contrôle, il faut qu'on sache d'abord que c'est quoi son métier? Contribuer à la prévention des risques. On investit des milliards, des millions et des milliards sur un bâtiment, mais la prestation du bureau de contrôle, dans pas mal de projets, ne fait même pas 1 à 5% du montant des travaux. Oui, parce que ce n'est pas intéressant aussi d'investir des milliards pour construire un immeuble, et puis le perdre au bout de quelques 3-4 ans.
c'est infime. Le contrôle, ce qu'il demande en prestation, c'est infime par rapport au coût du projet. Mais il y a un problème de sensibilisation. Les gens ne savent peut-être pas exactement qu'est-ce que doit faire le contrôle, c'est qu'est-ce qui attend. Parce que vous faites un projet, le contrôle s'il intervient, c'est pour au moins avoir 10 ans pour lesquels il n'y a pas de risque, il n'y a pas de défaut de solidité, par exemple. Donc ça, c'est important pour sécuriser l'investissement. Mais si on ne le connaît pas assez, son métier, peut-être que on dira que le contrôle le sert, mais beaucoup qui le disent, peut-être qu'ils conseillent de le contrôle, mais il y en a même qui contournent les mailles. Par exemple, il y en a IGD, vous connaissez un projet, l'État a mis en place l'IGD qui fait le tour des chantiers à Dakar et dans les régions, c'est une région, qui demande les plans visés, par exemple, le contrat du bureau de contrôle. Il y en a, il vous envoie une demande de cotation pour viser les plans et un contact de le contrôle. Après, derrière, il n'y a pas de suivi, par exemple. Si le contrôle vise les plans, alors que le travail avait déjà démarré, il n'y a pas de suivi derrière pour s'assurer que les plans ont été respectés, par exemple. Donc c'est un problème. Parce que aussi l'IGB, les marques et les moyens ne sont pas là. Il faut le doter de ressources humaines en quantité et en qualité, mais aussi de logistique pour pouvoir faire leur mission en toute autonomie. Ils doivent couvrir tout le Sénégal. Alors qu'actuellement, ils peinent même à assurer l'inspection au niveau de Dakar. Donc ça, c'est un problème. Merci. Malheureusement, Ibrahim, c'est nous sommes rattrapés par le temps. Mamadou Berté, en tout cas, le Sénégal a fait le décompte de ces bâtiments menaçants en ruine et ils sont estimés à près de 1500, dont les 627 sont dans la région de Dakar. C'est inquiétant, non? Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais ce n'est pas une nouveauté, hein. Ça, c'est une situation qu'on a déjà établie il y a plusieurs années, et le nombre s'accroît. Mais parfois, ce qui pose problème, c'est la libération même de ces immeubles. Oui, j'en connais un bon nombre. Il y a des cas sociaux, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Il vaut mieux pousser les gens dehors plutôt que de venir sortir des cadavres. Il y a des faux débats qu'on instaure souvent au Sénégal, qu'on dise que les missions de contrôle, de suivi, etc. reviennent cher. Je pense que c'est pas un débat, comment on va dire, un prétexte. C'est pas un débat sain, c'est pas un débat rationnel, c'est un débat qui ne s'applique pas. Quand vous investissez, vous allez demander un contrat d'assurance. L'assurance qualité dans le bâtiment est apportée par les sachants, à commencer par l'architecte, l'ingénieur qui conçoit la structure, le bureau de contrôle qui le valide et qui suit. Après la mission de visa, il y a un suivi technique qui se fait par le bureau de contrôle pour voir que tout est conforme avant chaque coulage. Ils doivent venir vérifier le ferraillage, etc. Jusqu'à l'étanchéité. Jusqu'à l'étanchéité, jusqu'à la remise des clés. Et ça, c'est des coûts inhérents à la construction. Ça va avec. Quand vous avez un véhicule, vous achetez du carburant, vous achetez d'autres intrants pour que le véhicule puisse fonctionner. Et pour garantir un bon vieillissement de l'ouvrage, mais on l'entretient. Un bâtiment, il s'entretient. Il y a des fissures qui apparaissent de temps en temps. Ça, c'est moins grave. Mais il faut quand même les colmater et les reprendre. L'entretien ne fait pas partie de nos pratiques. De nos pratiques, de nos habitudes. Il y a un vieillissement accéléré. Alors, dès l'instant qu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent influencer sur la structure, le point de vue structurel, mais on aboutit à des sinistres. Merci beaucoup, Mamadou Berté. Vous aurez l'occasion de poursuivre le débat tout à l'heure dans le 13h. Ce sera avec Salimata Aou, Mamadou Berté, architecte. Merci également Ibrahim Sek, ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Ce sera avec Salimata Aou. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde de Aliouba, chef d'édition Mam Astoukan. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. L'info revient dans moins de 5 minutes. agsi leen ak jàmm ci Total Énergie fi xéwal yi bare dale ko le 18 avril ba le 31 mai bànneexu leen ci promo xéwal bu 10% ci bépp vidange boo leen def ak suñu lubrifiant Total Énergie moo xam ndax oto bu yàgg bu bees mbaa taxi ngeen di dawal suñu gamme bii di quartz bu Total Énergie dina aar seen moteur teg ci wàññi seen consommation au carburant kan rek moo mën lii kon nag dox daje ci suñu station service yi ngir bànneexu ci mamay lësëm ataaya moo ci gën du seen morom cafka bi mooy bi gën ñamal ba xam wax ma noo ko gisee xam nga ne bokkul ak warga bi nga taamoon a gis neex na te gaaw a
njëriñ lewal deuxième troisième du yaa ko fa am may mama naan ataaya war nga sëm sama rak li neex na de moo fi gën ma ne andil sama kaas ba ma toj kaas war nga sëm amul werante moo fi gën sëm war nga bi neexal jotaay Un produit Cosidi. Sunu jeu moto bu Kirène avec Orange yegseeti na 100 motos à gagner jusqu'au 24 décembre. Oui, ça y est, jëndee sa offre Mixel au dièse 220 dièse wala biir Maxit di nga bokk ci tirage au sort bi ngir gagner sa moto Jakarta ak foo nekk ci réew mi nag. Loo gën a jënd say pass Mixel gën a yokk say chance gagner. Kirène avec Orange ñoo far ba tey. À 25 ans, nous savons que le futur se prépare aujourd'hui. À 25 ans, nous sommes de la génération digitale. À 25 ans, nous donnons plus de sens à nos ambitions. À 25 ans, on aspire à plus d'autonomie. Depuis 25 ans, Ecobank Sénégal s'engage à vos côtés en innovant pour rendre ses services toujours plus digitaux, accessibles et performants, en valorisant le talent et le savoir-faire sénégalais. Ensemble, célébrons 25 ans de progrès et osons notre futur. Ecobank, la banque panafricaine. Mbokk auditeurs yi xibaar bu neex lañu leen indil. Après des mois d'attente et des milliers de demandes, il semblerait que la nouvelle tant attendue soit confirmée. La Mix Mastercard Ticatina. Waouh! La Mix Mastercard est de retour. Profite de ta carte prépayée pour faire tes achats en ligne, resto, shopping et autres. Disponible dès à présent dans votre agence Yas la plus proche ou sur votre application. T-Mix Yaba. L'histoire s'écrit à l'heure du digital, avec ou sans hashtag, mais nécessairement avec une stratégie personnalisée et adaptée. Les actualités des TIC qui vous connectent au cœur de l'écosystème numérique. Rendez-vous hebdomadaire, tribune pour les acteurs, décideurs et experts. Tous les vendredis dans les éditions de 16h30, 18h, 21h et 22h. Une présentation de Joe Maron sur la RFM, la radio de toute l'actualité. FDS Focus Défense Sécurité di magazine bu bees tàq seen radio Futur Média indil leen ko FDS na la waxtaan